Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur, j'espère que vous allez les aimer. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va très bien. Je vous remercie d'avoir demandé parce que je vous connais après dans les commentaires. Ouais, nous ça va et toi? Bah voilà, je vous réponds, ça va plutôt bien. J'avais une petite question avant qu'on commence cette vidéo. Quelle a été votre première vidéo sur ma chaîne? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que genre le thread, ah oui c'était ce thread là, nanani nanana. Ça peut être marquant, ça peut être marrant je veux dire, de voir quel thread vous a marqué. C'est ça que je voulais dire. Et si jamais, c'était il y a combien de temps? Si jamais vous vous en souvenez pas, ouais c'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an, quelque chose comme ça. Bon, je vais pas vous prendre plus de temps, on va directement commencer avec le premier thread d'horreur. Pour cette première histoire, eh bien je vais vous parler de l'histoire de Morgana qui est arrivée il y a environ 5 ans. Et franchement, même maintenant, elle dit qu'elle a encore des frissons, rien que d'y penser. Donc à l'époque, elle louait une petite baraque dans un quartier tranquille. Pas trop classe, mais sympa. Abordable et avec du caractère. Sauf qu'il y avait un truc qu'elle pouvait pas blairer, l'espace sous la maison. Puisque oui, je le rappelle, ça se passe aux États-Unis, évidemment, vous connaissez. Pas toutes les histoires, mais c'est vrai que les États-Unis sont une bonne source d'apport de threads d'horreur. Merci à eux. Du coup, il y avait une porte pour y accéder dans la buanderie, une trappe carrée en bois au ras du sol. Elle était verrouillée de l'extérieur et franchement, elle s'en foutait royalement. Parce qu'elle pensait que c'était juste rempli de tuyaux, de toiles d'araignée, de tout le bazar habituel. Un soir, elle rentre tard du boulot, journée stressante, elle voulait juste se doucher et se coucher. Mais en rentrant, elle remarque quelque chose de bizarre. La lumière de la buanderie est allumée. Elle était sûre de l'avoir éteinte le matin. Elle pense que c'était parce qu'elle était dans la course, dans la frénésie, elle est partie vite. Alors, elle l'éteint, mais elle oublie ça. Cette nuit-là, vers 2h du mat, elle se réveille à cause d'un bruit super léger. Au début, elle pense que c'est le vent, mais après quelques secondes, elle réalise que ça vient de la buanderie. En fait, c'est un genre de son doux et rythmé. Là, son cœur commence à tambouriner comme un fou. Elle hésite entre aller vérifier ou rester planquée sous ses couvertures en espérant que ça s'arrête. Mais bien évidemment, sa curiosité prend le dessus. Alors, elle attrape son téléphone pour l'utiliser comme lampe et file discrètement vers la buanderie. Quand elle ouvre la porte, tout est silencieux. Mais là, elle voit un truc qui lui glace le sang. La trappe donnant sur l'espace sous la maison est légèrement entrouverte. Je peux vous dire qu'elle se souvient parfaitement qu'elle était verrouillée. Et il n'y avait aucun moyen qu'elle l'ait ouverte par accident. C'est pas quelque chose qui peut arriver. Elle essaye de se calmer en se disant que peut-être un animal est entré dans la maison. Alors, elle referme la trappe, met une grosse boîte de lessive dessus pour être sûre, et elle retourne se coucher. Le lendemain, elle appelle le proprio pour lui demander s'il y a des problèmes de bestioles ou autres conneries dont elle devrait être au courant. Le proprio, il a l'air surpris et lui dit que personne n'a jamais signalé ce genre de truc avant elle. Il promet quand même d'envoyer quelqu'un pour vérifier. Cette nuit-là, elle vérifie 2 fois la trappe et pour être sûre, elle met même une chaise dessus. Rien ne se passe, elle dort plutôt bien. Elle commence même à se dire qu'elle a peut-être trop paniqué pour rien. Mais vers 3h du mat, elle se réveille en sursaut. La porte de sa chambre grince. Et écoute-moi bien, cette porte ne grince que si tu la pousses lentement. Et elle savait qu'elle l'avait fermée avant de se coucher. Elle reste figée, immobile, à peine respirant. Et elle entend des petits pas dans la pièce. Et là, les petits pas s'arrêtent juste à côté de son lit. Elle sent clairement une présence, une respiration silencieuse dans le noir. Elle rassemble tout son courage, attrape son téléphone, allume la lampe torche et balance le faisceau vers l'intrus. Et là, il y avait un type accroupi par terre, visage pâle, maigre comme un clou, les yeux grands ouverts et complètement pétrifié. Lui aussi, il avait l'air choqué de la voir. Elle hurle, sort en trompe de la chambre et court chez le voisin, frappant à leur porte jusqu'à ce qu'ils la laissent entrer. Ils appellent direct les flics et quand les flics arrivent, ils trouvent le type toujours caché sous la maison. Il avait installé un petit matelas, des emballages de bouffe et une collection d'objets qu'il avait probablement piqué chez elle. La serrure de la trappe avait été trafiquée et apparemment, il vivait là depuis quelques jours, voire peut-être un petit peu plus quand même. Le truc vraiment flippant, c'est que les flics ont trouvé un carnet avec des notes détaillées sur elle. Il avait écrit sa routine quotidienne quand elle partait au boulot, quand elle rentrait, même ce qu'elle portait. Et il y avait aussi une liste de projets, mais les policiers ont refusé de lui dire ce que ça contenait. Morgana a déménagé la semaine suivante et allait rester chez des potes jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau logement.
À ce jour, elle n'a aucune idée de comment il est entré ni depuis combien de temps il l'espionnait avant qu'elle remarque quoi que ce soit. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier petit thread d'horreur qui met bien en bouche. J'ai envie de te dire, ah vous, la dernière fois je vous ai demandé, vous voulez quoi comme thread? Petite intrusion, et ben voilà, hop, j'ai eu de l'intrusion, j'ai eu de la forêt, j'ai eu de l'hosto, camping, stalking. C'est ça, paranormal un petit peu qui est revenu, mais après si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas, mais c'est ceux-là qui sont majoritairement ressortis. Voilà. Là, je dis pas que j'ai tout mis ce que vous avez dit, hein, mais j'ai pris en compte. Voilà. Donc c'est pour ça, des fois je vous demande des trucs, c'est pas pour vous dire commentez s'il vous plaît. Ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça référence un petit peu, bien évidemment, on va pas être, je veux pas être un fou cul, mais ça aide, parce que si je vous fais des threads, je sais pas, sur les pingouins, et que vous aimez pas les pingouins, vous comprenez. Voilà. Ok, bref, allez, on passe au prochain thread. Alors, l'histoire que je vais vous partager, c'est celle de Sacha et c'est une fille. Elle a 18 ans et l'histoire, justement, elle s'est passée très peu de temps avant qu'elle écrive cette histoire. Elle avait besoin de vider son sac, hein. Voilà, c'est normal, c'est bien compréhensible. Elle a eu son bac en juillet et elle a été acceptée dans une formation à Strasbourg. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du coin, donc elle a dû chercher un appart pour pouvoir s'installer dans la ville à temps plein. Sauf que, avec ses parents, ils ont galéré comme pas possible pour en trouver un. Strasbourg, c'est la folie en ce moment, surtout avec Parcoursup et tout le bordel. Les apparts pas chers, ça part super vite. Ils ont fait plein de visites, mais rien à faire, pas de bol. Du coup, ses parents ont décidé de partir en vacances, même s'ils n'avaient pas encore de réponse positive pour un appart. Fin août, Sacha est chez ses grands-parents dans le sud et là, miracle, elle reçoit un coup de fil d'une agence immobilière. Ils lui disent que son dossier est accepté pour un appart en plein centre de Strasbourg. La nana au téléphone lui fixe un rendez-vous, mais le truc c'est que c'est pile pendant qu'elle est encore en vacances. Pas le choix, il faut faire l'état des lieux, donc son père et elle décident d'y aller ensemble. Après, son père repart dans le sud et Sacha, elle rentre chez eux pour préparer ses affaires. Elle a une semaine pour tout ranger, acheter les meubles et tout, parce que la rentrée, c'est le 2 septembre. En plus, comme c'est loin entre la maison des grands-parents et Strasbourg, son père doit repartir vers 15h. Et Sacha, elle, a son train à 16h49. La visite se passe super bien, l'appart est trop cool et elle récupère les clés de son tout premier appart. L'agente immobilière part, son père aussi pour prendre son train. Et Sacha reste encore 1 heure seule dans l'appart. Elle fait des mesures, notamment pour les fenêtres, pour voir si elle peut accrocher des rideaux. Et là, à un moment donné, elle voit un mec dans la rue avec un vélo rose pétant. Le gars marche lentement avec son vélo à côté de lui. Il est habillé normalement, avec un petit sac sur le dos. Sur le coup, Sacha lui fait un grand sourire. Elle se dit que c'est peut-être un voisin. Le mec lui rend son sourire et s'en va. Finalement, Sacha quitte l'appart et va à la gare pour prendre son train. Elle est en avance, donc elle attend dans le hall et regarde les écrans pour voir sur quel quai son train va arriver. Comme elle n'a pas encore de quai attribué, elle pose ses sacs par terre et attend. Soudain, elle revoit le mec à vélo qui entre dans son champ de vision. Là, elle se dit que c'est peut-être pas un voisin, mais un voyageur. Bon, par politesse, elle lui sourit encore. Le mec lui rend son sourire et passe à côté d'elle sur la gauche. Et là, paf, une odeur de mort qui lui arrive droit dans les narines. Sacha se dit, ok, c'est peut-être un SDF qui vient de perdre son logement ou juste un mec super crade. Voilà, pas plus. Sauf que là, le mec revient sur sa droite en passant derrière elle. Sacha sursaute, elle trouve ça super bizarre, surtout avec cette odeur de mort. Le gars se présente, il lui dit qu'il s'appelle Martin, qu'il a 27 ans. Alors que elle le voit directement, c'est un gros mytho. Le gars, il a des rides, bon, laisse tomber, voilà. Et il lui dit qu'il est prof de maths. Il raconte à Sacha qu'elle a été super gentille avec lui et que maintenant, il attend son train. Donc, il veut discuter avec elle. Sauf que Martin commence à poser des questions hyper indiscrètes. T'habites où? T'as quel âge? Il enchaîne avec des commentaires sur son célibat et le fait qu'il aimerait bien trouver une femme. Il demande même à Sacha si elle a un copain. Plusieurs fois, bien évidemment, histoire d'être un peu lourd. Là, Sacha commence à paniquer. Elle invente une vie en 2 secondes. Elle dit qu'elle a un copain et elle ajoute des détails pour paraître crédible. Et elle force même un accent pour que sa voix paraisse différente. Elle a jamais menti aussi vite de toute sa vie. Pendant 10 bonnes minutes, elle est en mode survie. Elle cherche un échappatoire. Mais Martin est super insistant. Le mec pose même une main sur son épaule en disant qu'il est une personne de confiance et qu'il veut l'inviter à boire. Là, Sacha, elle a un élan de vomi dans la bouche chez dire l'odeur. Heureusement, à ce moment-là, le quai de son train est annoncé. Sacha s'excuse, décline l'offre charmante de Martin et elle lui dit qu'elle doit y aller parce que son train part bientôt. Elle se barre en trombe avec ses sacs, mais elle a ce sentiment bizarre que quelqu'un la suit. Elle se retourne et là, Martin est derrière elle.
avec ce sourire creepy qui fait froid dans le dos. Sacha se dit que c'est chaud, mais peut-être que Martin prend le même train, donc elle décide de le tester. Elle monte dans un train au hasard, sur un quai totalement aléatoire, et attend de voir si Martin la suit. Et bingo, le mec arrive sur le quai. Et quand il voit Sacha dans le train, il se précipite pour monter également dedans. Là, c'est la panique totale. Sacha commence à courir dans le train, il bouscule des gens, s'excuse, mais elle continue à essayer de mettre de la distance entre elle et Martin. Sauf que Martin, il lâche pas. Une fois dans le train, il laisse tomber son vélo et se met à courir après Sacha. Sacha se dit qu'il faut qu'elle trouve une porte de sortie. Elle se speed pour changer de quai et trouve son vrai train. Elle arrive à sortir du train juste avant que les portes ne se referment. Elle a même pas le temps de réfléchir qu'elle voit le train partir. Et là, à la porte, il y a Martin. Sauf que cette fois, il a plus son sourire enjoué. Il fixe Sacha avec un regard tellement mauvais que ça lui donne encore la chair de poule, rien que d'y penser. Le mec lève son pouce et fait un geste au niveau de sa gorge, genre si je te retrouve, t'es morte. En fait, Martin était coincé dans le train et c'était évident qu'il n'était pas monté dedans pour la destination. Sacha, elle, est finalement rentrée chez elle saine et sauve. Mais elle a appelé ses parents en pleurant pour leur raconter ce qui venait de se passer. Elle comprend toujours pas pourquoi ce mec l'a suivi comme ça dans la gare. Et elle ne l'a plus jamais revu. Ce qui l'a vraiment traumatisé, c'est que personne dans la gare s'est demandé pourquoi une jeune fille se faisait courser par un vieux mec. Personne n'a essayé de l'arrêter alors que c'était clairement évident qu'il lui faisait peur. Et pour ceux qui se demandent comment Sacha était habillée, elle portait un long t-shirt et un jogging, donc elle était clairement pas en mode attire l'attention, comme certains pourraient le dire. Elle espère juste qu'en parlant, ça va atténuer son angoisse de recroiser ce type un jour. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Ma foi, c'est clair qu'elle a pas de chance. En fait, elle a eu de la chance dans sa malchance. Vous savez, ce truc-là, c'est genre, t'as enfin trouvé l'appart de ton... Enfin, pas de tes rêves, mais disons, il fallait son appart pour les études, et là, du coup, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Mais dans cette petite bonne nouvelle, il faut toujours un petit... attends, calme-toi. Les bonnes nouvelles, c'est gentil un moment, mais une petite mauvaise nouvelle quand même, faudrait pas que tu t'enjailles trop, quoi. Voilà. Allez, prochain thread. Alors, je vais vous raconter une histoire flippante qui est arrivée à Rebecca en hiver 2020. C'était dans leur premier appart où elle vivait avec son copain. Ils étaient au premier étage d'une résidence, mais juste en dessous, il y avait un parking ouvert. Du balcon, tu pouvais voir les toits des voitures garées en dessous. Ce week-end-là, le copain de Rebecca était parti chez ses parents, donc elle avait passé la journée toute seule. Il est rentré vers 20h et après avoir mangé, ils se sont installés dans la chambre pour papoter un peu. Les volets roulants de la chambre étaient fermés, mais ceux du salon étaient restés ouverts. Et toutes les lumières étaient éteintes. Donc de l'extérieur, ça donnait l'impression que l'appart était vide. Alors qu'ils discutaient depuis une vingtaine de minutes, Rebecca entend un bruit. Un premier claquement, suivi presque directement par un bruit de poignée de porte. Son copain l'entend également. Là, ils se fichent tous les deux. Quelques secondes plus tard, ils entendent encore le bruit de la poignée. C'est là qu'ils comprennent. C'est la porte d'entrée. Et quelqu'un essaye de l'ouvrir de l'intérieur. Et en réfléchissant après, ils pensent que c'est peut-être pour faciliter le transport des trucs volés ou pour faire entrer d'autres mecs. Parce que, sérieux, le portail de la résidence était toujours en panne. Le syndic réparait tout le temps, mais il retombait en rade super vite. Et l'accès à la résidence n'était jamais vraiment sécurisé. Son copain lui dit alors de rester dans la chambre pendant qu'il file dans le salon. Rebecca, elle, était pétrifiée. Elle aurait voulu aller voir ce qui se passait, mais la peur l'a clouée sur place. Quelques secondes plus tard, elle entend son copain crier « Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Allez, casse-toi !» Un type s'était introduit dans leur appart et fouillait dans la maison. Mais ce qui a vraiment glacé Rebecca, c'est qu'elle entendait des gémissements bizarres venir du salon. Ces sons, comment vous dire, c'était vraiment dingue. C'était comme un petit mélange de panique et de culpabilité, genre un gosse pris en faute. Ensuite, tout s'est accéléré. Le type a paniqué et il est allé droit vers le balcon. Et il a tenté de fuir en sautant. Il s'est accroché à la terrasse, il est tombé sur une voiture en dessous, puis s'est barré en insultant son copain. Quand celui-ci est revenu dans la chambre, il explique à Rebecca ce qui s'est passé. L'intrus n'a eu le temps de piquer que sa montre et le MacBook de son copain. Sur la baie vitrée, on voyait encore les traces de ses mains, là où il avait forcé. Il y avait aussi des marques sur la terrasse où il s'était accroché avant de sauter. Ils appellent immédiatement les flics et les policiers leur demandent si l'homme est encore dans le parking. Mais bien évidemment, il avait sûrement déjà disparu. Il leur dit juste de venir porter plainte le lendemain. Cette nuit-là, ils n'ont pas pu dormir. Quelques heures après l'intrusion, ils ont pris quelques affaires et sont partis dormir à l'hôtel.
Les jours suivants étaient un véritable calvaire. Il vivait avec les volets fermés, terrorisé à l'idée que quelqu'un revienne. Et cerise sur le gâteau, un expert en assurance leur a montré à quel point il était facile de forcer une baie vitrée sans matériel, juste en la secouant un petit peu. Ce qui rendait la situation encore plus stressante, c'est que leur résidence était collée à la sortie d'un hôpital psychiatrique. Et le portail de l'hôpital était littéralement à côté de celui de leur résidence. Une voisine leur avait même raconté qu'elle voyait souvent un patient dans le jardin de l'hôpital qui la regardait à travers sa baie vitrée. Avec ce contexte, ces gémissements dans leur salon, cette nuit-là a été carrément effrayante. Finalement, plusieurs trucs les ont poussés à déménager. Peu de temps après l'intrusion, quelqu'un a cassé une vitre de la voiture de Rebecca, garée dans la résidence, et il a volé ses affaires. Entre ça, l'insécurité permanente et l'intrusion, ils pouvaient plus vivre tranquillement. Aujourd'hui, ils habitent dans un endroit beaucoup plus sûr. Mais Rebecca avoue qu'elle peut pas s'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si son copain n'était pas rentré ce soir-là. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Bah ouais, on sait pas. Est-ce que c'est un mec du... Vraiment là on sait pas. Est-ce que c'est un mec de l'hôpital psychiatrique qui veut voler pour aller en faire on sait pas quoi en fait. Il n'y a pas de conclusion, je sais pas quoi faire et on sait pas. On est un peu dans le flou. C'est flippant mais on sait pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon allez, prochain thread. Alors juste avant de commencer ce thread d'horreur, il y a un gros trigger warning. Il faut savoir que je vais parler d'actes non consentis sur une personne mineure. Alors si t'es pas à l'aise avec le sujet, tu peux passer au prochain thread d'horreur. Je t'ai fait un chapitrage sur YouTube, donc t'inquiète pas, tu peux passer. Voilà. Si tu restes, eh bien je te laisse avec le thread. Alors pour cette histoire que je vais vous partager, bah justement, la personne dit qu'elle a pas trop partagé avec ses potes, parce que c'est pas le genre de truc qui fait la une des journaux, mais là en lisant d'autres récits, et en fait ça lui a donné envie de partager cette histoire. Quand Lisa avait 14 ans, sachant que maintenant elle en a 23, elle était super naïve et un peu stupide comme pas mal d'ados. Et son besoin d'attention a fini par la mettre dans une situation de caca. On va dire l'autre mot. Ça fait beaucoup de caca en ce moment. Bref, s'il y en a, ils n'ont pas vu la vidéo, je dis rien. Mais il y a une vidéo, je vous conseille d'aller la voir quand même. Je vais vous mettre la petite miniature, c'est celle-ci. 100% validé par les gens qui l'ont dans les commentaires, ils ont bien aimé. Bref, petit aparté, et puis on reprend. À l'époque, elle se sentait maltraitée, seule, et elle avait presque pas d'amis parce qu'elle avait pas le droit de sortir avec eux, sauf à l'école. Bref, la loose totale. Un jour, comme beaucoup d'ados dans les années 2010, elle découvre Omegle. C'est un site où tu peux mettre ta webcam, parler avec des gens du monde entier, bref, avec toutes les dérives qui vont avec. Et là, elle tombe sur un mec du Missouri qui lui dit s'appeler Noble et qu'il a 20 ans. Ils commencent à discuter et sa mère finit par découvrir leur relation. Évidemment, sa mère essaie de l'empêcher de lui parler. Mais Lisa, têtue comme elle est, elle croit que ce gars l'aime. Donc même quand elle se fait retirer de chez elle et placée dans une maison sécurisée pour la protéger d'une exploitation possible, leur relation continue. Parce que elle avait toujours accès à un téléphone, au Wi-Fi et à tout ce qui traîne sur internet. Et là, plot twist, elle découvre que Noble a pas 20 ans, mais 31 ans. Et là, au lieu de se barrer, elle se dit « Oh, c'est bon ». Parce qu'elle est persuadée qu'il l'aime et que lui aussi peut l'aimer. Pendant ce temps, elle fait des allers-retours dans des refuges et des programmes pour jeunes sans abri. Puis, elle est placée chez sa mère pendant un moment, avant d'être reprise et confiée à son père biologique. Lui aussi essaye de fouiner et de l'empêcher de parler à Noble. Ça marche un temps parce qu'elle est en thérapie et sous médicaments. Mais après un déménagement, on lui retire ses médicaments et sa thérapie. Elle recommence à faire des conneries en le contactant à nouveau. Bref, elle se fait retirer de chez son père à cause de son comportement et du sien. Et elle atterrit dans un foyer de groupe. Là, elle a 15 ans. Et la 3e semaine, elle se barre et dit à Noble de venir la chercher. Il conduit 16 heures pendant qu'elle se planque dans la maison d'une femme qu'elle a rencontrée par hasard dans une station-service. Il arrive et ils partent pour le Missouri. Mais pendant le trajet, en Pennsylvanie, elle joue avec son téléphone et voit qu'il reçoit des messages répétés de plusieurs filles sur Snapchat. Elle lui pose des questions et il lui avoue qu'il a fait la même chose avec d'autres filles. Des photos nues, des vidéos, des appels, etc. Là, elle commence à pleurer et lui dit de la ramener ou de la déposer sur le bord de la route. Mais il refuse. Il s'arrête et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. À ce moment-là, elle fait 1m68 pour 50 kg. Elle est anorexique à l'époque et lui, il fait 1m78 pour 90 kg. Elle sait pas combien de temps elle est restée inconsciente
mais c'était assez long pour qu'il trouve un hôtel, les enregistre et la fasse entrer dans la chambre sans que personne ne remarque rien. Elle se réveille avec lui sur elle, en train de faire l'acte, qui est bien évidemment non consenti de sa part. Le reste du voyage est flou, mais ils finissent par arriver à son appartement. Là, elle lui demande son téléphone pour jouer à un jeu. Et ce con, il lui donne. Elle en profite pour envoyer un message à sa grand-mère et à sa mère sur Messenger, en leur disant qu'elle les aime et que si elles n'ont pas de nouvelles, elle est dans le Missouri. Après ça, elle est forcée de prendre des photos pour d'autres gars dégoûtants et de faire semblant d'être heureuse pour survivre. 1 ou 2 jours plus tard, elle entend des hurlements. Le FBI et la police du Missouri défoncent la porte. Ils menottent Noble et l'emmènent dans une voiture. Elle est emmenée dans une autre. Ils saisissent tous ses ordinateurs, disques durs, etc. Elle est d'abord placée dans un centre pour mineurs, puis transférée en psychiatrie pendant des semaines, avant de retourner dans un centre pour mineurs. Là, elle dit qu'elle veut mourir à cause de tout ce qu'elle a vécu. Mais au lieu d'être traitée comme une victime, elle est traitée comme une criminelle. Elle reste là dans le Missouri pendant 1 mois avant d'être mise dans un avion et renvoyée à New York, où elle est rapidement placée en résidence. Noble, lui, est condamné à 30 ans de prison pour ce qu'il a fait, ainsi qu'à d'autres filles de son âge. Elle raconte cette histoire maintenant parce qu'il a trouvé son Instagram par hasard et a essayé de la recontacter depuis la prison. À mon avis, il l'a pas trouvé par hasard, il a bien cherché. Elle lui a dit qu'il était dégoûtant, qu'elle n'était plus une enfant naïve et qu'il devait la laisser tranquille. Elle garde un œil sur lui, mais il semble qu'il essaye de réduire sa peine parce que ces 30 ans de prison là qu'il devait faire, ils sont passés à 26 ans. La conclusion, elle va aller très vite. On est sur un gars qui est un P plus autre chose. Voilà, les mots tu connais, sur YouTube on peut pas dire. Qui clairement s'en prend à une fille qui, en plus d'être mineure, est en détresse psychologique. Donc il abuse sur tous les plans. Bref, je vais pas être long sur la conclusion parce qu'il n'y a rien de plus à dire. C'est un FDP et je parle pas des frais de port là pour le coup. On passe alors au prochain thread d'horreur. C'est l'été 2019 et Florian voit sa copine de l'époque, qui est maintenant sa femme, et il passe chez elle plusieurs fois par semaine. Chaque soir, avant de rentrer chez lui, il démarre sa voiture et traverse la rue pour se garer un peu plus loin, à côté d'un parc du quartier. C'est pour éviter d'agacer les voisins avec le bruit de sa voiture de sport. Il reste là quelques minutes, le temps que la voiture chauffe. En général, c'est le soir, et comme il fait chaud en été, Florian ouvre la fenêtre et fait défiler son téléphone en attendant. Ce soir-là, ça fait même pas 5 minutes qu'il est là, quand il voit un sans-abri s'approcher de sa voiture côté conducteur. Un couteau de poche ouvert dans la main. Le type se plante juste là, à quelques centimètres de la porte, sans rien dire, et le fixe en silence. Florian a toujours son arme de service sur lui, où qu'il aille. Alors, en fixant l'homme du regard, il sort discrètement son arme et la garde à portée de main, pointée dans sa direction, et lui demande de s'éloigner de la voiture. L'homme le regarde d'un air vide, puis il jette un coup d'œil vers l'arme de Florian et dit « Oh désolé mec, mes excuses ». Là-dessus, il range son couteau, s'écarte de la porte et se met à courir vers le parc. Il disparaît dans le noir et Florian décide de laisser tomber l'histoire. Il démarre et rentre chez lui. Sur le chemin, alors qu'il s'arrête à un feu rouge, il se dit qu'il pourrait peut-être faire demi-tour pour voir si le type est revenu. Quand il retourne dans le quartier, il aperçoit le même homme. Mais cette fois, il marche avec une femme d'âge moyen en direction du parc. Florian se gare, sort de la voiture avec son arme de service à la main et fait signe à la femme de s'approcher. Elle vient vers lui et il lui demande si elle connaît le gars. Elle répond que non, qu'elle essayait juste de l'aider parce qu'il lui avait demandé de l'accompagner dans le parc pour chercher son chien perdu. Florian lui explique que le gars a brandi un couteau près de sa voiture quelques minutes plus tôt et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle et d'appeler le 911 pour signaler la présence d'un type louche dans le coin. Alors qu'il discute avec elle, il remarque que l'homme écoute leur conversation. Et dès qu'il entend le mot « police », il se met à courir dans le parc jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Depuis, Florian ne sait pas ce qu'il est devenu, mais il espère que personne d'autre n'a eu affaire à ce type ou à quelqu'un comme lui. Mais bon, c'est le genre de rencontre improbable qui, malheureusement, arrive encore tous les jours. Et voilà, les petits potes, c'est comme ça que se terminent ces threads d'horreur. Si vous les avez kiffés, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et un abonnement. Et si vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.